Avril 1814. Depuis 10 ans, un seul homme a fait trembler l'Europe. Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Par la force de son génie militaire, la France a bâti un empire qui s'étend sur le continent. Mais cette fois, le destin le rattrape. Une vaste coalition de ses ennemis finit par le vaincre. Napoléon est contraint d'abdiquer. On l'exile sur une île minuscule, l'île d'Elbe, tandis que la monarchie des Bourbons est restaurée en France sous la silhouette lourde et prudente de Louis XV. Pourtant, très vite, des rumeurs franchissent la mer. La France accueillerait son retour. Le peuple français n'a que peu d'amour pour cette monarchie, et encore moins pour ceux qui s'accrochent à elle, ces héritiers des excès qui avaient allumé l'incendie de la Révolution 25 ans plus tôt. Napoléon apprend aussi qu'au Congrès de Vienne, ses adversaires se déchirent violemment sur l'avenir de l'Europe. Et là, il comprend une loi qui revient sans cesse dans l'histoire. Quand tes ennemis se divisent, la fenêtre s'ouvre, mais elle ne reste jamais ouverte longtemps. Il décide d'agir. Après seulement 10 mois d'exil, il revient en France. Les troupes envoyées pour l'arrêter se rangent à ses côtés. Et bientôt, une grande partie du pays suit le mouvement. À Vienne, la coalition met immédiatement ses disputes de côté. Les puissances le déclarent hors la loi. Les armées se mobilisent. La guerre redevient inévitable. Napoléon sait qu'il doit frapper vite et fort, avant que la coalition ne lance une invasion coordonnée de la France. Il mise tout sur une victoire rapide, puis sur une paix négociée depuis une position de force. Son objectif est clair: attaquer les armées ennemies les plus proches, celles qui sont à portée immédiate. D'un côté, l'armée prussienne du prince Blücher, de l'autre, l'armée anglo-alliée du duc de Wellington. Les deux campent en Belgique. L'armée de Napoléon peut affronter l'une ou l'autre, mais si elles unissent leurs forces, il sera écrasé par le nombre. Alors il doit les séparer, les maintenir à distance et les vaincre l'une après l'autre. Une stratégie simple sur le papier, terriblement exigeante sur le terrain. C'est le genre de plan qui ne pardonne aucune hésitation. L'armée de Napoléon franchit la frontière près de Charleroi avec l'intention de planter un coin entre les deux armées de la coalition. Le lendemain, il envoie son aile gauche sous le maréchal Ney pour s'emparer du carrefour de Quatre-Bras. Là, Ney se heurte aux troupes de Wellington, encore en train de se rassembler dans l'urgence. Les Alliés résistent à une série d'assauts français et parviennent de justesse à tenir leur position. Le même jour, Napoléon attaque l'armée prussienne avec son corps principal près du village de Ligny. La bataille est un choc brutal, une lutte d'endurance où chaque minute coûte cher. Mais les Français finissent par l'emporter. Blücher, 72 ans, mène lui-même une charge de cavalerie. Son cheval est abattu sous lui. Il échappe de peu à la capture. L'armée prussienne se retire, mais elle n'est pas brisée. Et dans la guerre, cette nuance change tout. Reculer n'est pas disparaître. Napoléon envoie son aile droite sous le maréchal Grouchy pour poursuivre les Prussiens et les empêcher de se réorganiser. Puis, il tourne son attention vers Wellington. Le général britannique n'apprend la défaite de Blücher que le lendemain matin. Il ordonne alors une retraite sous de fortes pluies d'été vers une position à environ 8 milles au sud de Bruxelles, près du village de Waterloo. Là, Wellington reçoit une promesse décisive. Blücher viendra à son aide dès le lendemain. Alors Wellington décide de rester et de se battre. Ce choix n'est pas seulement militaire, c'est un acte de volonté. C'est le moment où un chef se dit « Je tiens ici, je ne laisse plus le terrain décider à ma place ». Wellington a choisi son champ de bataille avec soin. Ses troupes se placent derrière une crête douce qui leur offre un abri partiel contre le feu des canons français. Son flanc droit est ancré sur la ferme fortifiée de Hougoumont. Son centre s'appuie sur la Haie Sainte, son flanc gauche sur Papelotte. Ses points sont fortifiés et garnis de troupes d'élite. Wellington a besoin de chaque avantage. Les armées sont globalement de taille comparable, mais la sienne est un mélange hétéroclite de Britanniques, de Néerlandais et d'Allemands, et beaucoup n'ont jamais connu le feu. Ils devront tenir face à l'armée de vétérans de Napoléon jusqu'à l'arrivée des renforts prussiens. Sinon, la bataille, et probablement la guerre, sera perdue. Le dimanche se lève, clair et lumineux. Napoléon a ordonné à Grouchy de poursuivre les Prussiens et de les maintenir occupés,
pendant qu'il écrasera Wellington à Waterloo et ouvrira la route de Bruxelles. Mais c'est Grouchy qui se retrouve retardé, accroché à l'arrière-garde prussienne à Wavre. La force principale prussienne lui échappe et marche déjà vers Waterloo. Napoléon retarde son attaque, attendant que le sol sèche. Les mouvements seront plus faciles. Mais ces heures perdues pèseront lourd. La bataille commence vers 11 heures du matin, lorsque Napoléon ordonne une attaque de diversion contre le flanc droit de Wellington à Hougoumont. Son idée, forcer Wellington à y envoyer ses réserves, à vider son centre, là où tombera le véritable coup. Mais les défenseurs britanniques et allemands s'accrochent avec une ténacité presque incroyable. À un moment, des Français franchissent la porte principale, mais elle se referme derrière eux. Isolés, ils sont éliminés. Wellington dira plus tard que c'est l'un des moments décisifs de la journée. Parfois, une porte qui se ferme peut valoir une armée entière. Vers midi, 80 canons français ouvrent le feu sur la ligne principale alliée. Une grande partie des hommes de Wellington est à l'abri derrière la pente, hors de vue. Mais beaucoup de boulets trouvent quand même leur cible. Les rangs se disloquent, les pertes s'accumulent et le moral est mis à l'épreuve. Dans ce genre de tempête, tenir la ligne n'est pas un réflexe. C'est une décision répétée, seconde après seconde. Vers 13 heures, Napoléon lance son infanterie. Les colonnes françaises avancent et se heurtent à un feu de mousqueterie discipliné, puis à la charge de la cavalerie lourde britannique. L'attaque française se disloque. Les hommes tentent de se sauver, la mêlée devient chaotique. Plusieurs unités françaises sont balayées et 2 de leurs fameux aigles, leurs étendards, sont capturés. Mais le succès grise la cavalerie britannique. Elle poursuit trop loin, se disperse, ses chevaux s'épuisent. Au moment de sa plus grande vulnérabilité, elle est contre-attaquée par la cavalerie française et subit des pertes terribles. Parmi les morts se trouve le major-général Sir William Ponsonby, commandant de la Union Brigade. Vers 16 heures, le maréchal Ney croit voir les Alliés reculer. Il lance alors une charge massive de cavalerie pour enfoncer l'avantage. Mais il se trompe. L'infanterie alliée est prête. Elle forme des carrés creux, baïonnettes fixées, des forteresses humaines. La cavalerie française ne parvient pas à briser ces formations. Elle tourne autour, frappe, recule, revient, sans résultat décisif. Et l'erreur de Ney est grave. Il ne soutient pas cette action par une attaque coordonnée d'infanterie et d'artillerie. Pendant ce temps, les Prussiens de Blücher commencent à arriver. Ils s'emparent du village de Plancenoit, menaçant le flanc de Napoléon et l'obligeant à envoyer des réserves pour le reprendre. La bataille n'est plus seulement un duel, c'est un étau qui se resserre. Vers 18 heures, l'infanterie française capture enfin la Haie-Sainte, au centre du champ de bataille. Cela permet d'avancer l'artillerie et de pilonner les carrés alliés à courte portée. À cette distance, les tirs sont dévastateurs. Les pertes montent rapidement. On commence à croire que si l'armée de Wellington ne se retire pas, elle sera anéantie sur place. Mais la situation de Napoléon est elle aussi désespérée. Les Prussiens arrivent en force. Les hommes lui manquent pour frapper encore et encore. Alors il se tourne vers son ultime réserve. La garde impériale, l'élite, les troupes les plus redoutées d'Europe. À 19h30, 3000 vétérans endurcis marchent devant leur empereur et s'avancent à travers un champ de bataille jonché de débris et de fatigues humaines vers le centre allié. C'est le pari final, le moment où tout se joue, le moment où un empire retient son souffle. Les redcoats de Wellington se relèvent pour les affronter. Les volées de mousqueterie claquent d'une violence implacable. La garde hésite, vacille, puis recule. Et quand l'invincible recule, l'onde de choc traverse tout. Wellington, sentant l'instant basculer, ordonne une avance générale. Presque au même moment, les Prussiens reprennent Plancenoit. La nouvelle de la retraite de la garde et la rumeur d'un encerclement se répand dans les rangs français. La panique éclate. L'armée française fuit le champ de bataille. Seule la vieille garde maintient sa discipline, formant un arrière-garde héroïque, mais condamné. Napoléon est contraint d'abandonner sa voiture et échappe de peu à la cavalerie prussienne lancée à sa poursuite. La bataille est gagnée. Le duc de Wellington et le prince Blücher se rencontrent et se félicitent devant l'ancien quartier général de Napoléon, une auberge appelée la Belle Alliance.
Blücher trouve le nom parfait pour leur victoire commune. Wellington, lui, préfère le nom plus anglais du lieu où il tient son poste, Waterloo. La bataille de Waterloo, selon les mots de Wellington, fut une sacrée affaire, de peu. Ce fut aussi l'une des plus sanglantes de l'époque. Environ 50 000 hommes furent tués ou blessés, 23 000 pertes du côté de la coalition, 27 000 du côté français. Et faute de soins médicaux suffisants, de nombreux blessés restèrent sur le champ de bataille pendant plusieurs jours. Napoléon est totalement vaincu. Incapable de lever une nouvelle armée, il se rend aux Britanniques. Il l'envoie dans un second exil sur une île lointaine et isolée de l'Atlantique, Sainte-Hélène. Cette fois, il n'y aura pas d'évasion. Il y meurt 6 ans plus tard. Waterloo marque le début d'une période de paix relative en Europe. Pendant 40 ans, les grandes puissances évitent la guerre. Et la Grande-Bretagne ne combattra plus sur le continent avant près d'un siècle, jusqu'à l'été 1914. 40 ans après la bataille, un pionnier du nouvel art de la photographie captura des images saisissantes. Des vétérans des armées napoléoniennes, désormais de vieux hommes dans leurs 70 et 80 ans. Parmi eux, le sergent Tania de la garde impériale, mort du 2e régiment de hussards, et Verlaine des lanciers de la garde. Leurs visages sont un lien troublant, fascinant, avec les événements qui ont façonné l'histoire 2 siècles plus tôt. Et au-delà des drapeaux, des stratégies et des noms gravés dans les livres, une vérité demeure. L'histoire est faite par des hommes qui osent décider, par des armées qui tiennent quand tout vacille, par des chefs qui paient le prix de chaque seconde perdue, et par des peuples qui, après la foudre, doivent apprendre à reconstruire.